Donc voilà le petit plan. Donc, on va faire. Déjà, qu'est-ce que c'est la Wallante? Je vous aide un petit peu avant qu'on fasse un petit questionnaire. C'est la Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Est-ce que c'est une technique d'anesthésie qui permet des chirurgies sans garrot? Est-ce que ça a été inventé pour se passer des anesthésistes? Est-ce que c'est une technique qui permet la mobilisation du territoire opéré pendant la chirurgie? Est-ce que c'est à haut risque de nécrose des extrémités? Et est-ce que c'est une région francophone du sud de la Belgique? Attention, il y a un piège. Je sais pas qu'est-ce que vous mettriez, vous? C'est un QC ou c'est un QCM? C'est un petit QCM. Il n'y a qu'une seule bonne réponse? Il y a 3 bonnes réponses. Bon, c'était les 3 premières. Donc effectivement, ça permet de déchirurger sans garrot en mobilisant les membres pendant la chirurgie. Initialement, ça a été inventé pour se passer des anesthésistes. Pour la question 4, on reverra un peu plus tard. Je vous expliquerai un petit peu le risque de nécrose. Donc c'est une technique qui a été développée par un chirurgien canadien qui faisait face à un manque d'anesthésistes dans les années 80, donc c'est le docteur Lalonde. Et ça consiste à infiltrer en fait, le territoire du site opératoire par un anesthésique local associé à de l'adrénaline et généralement du bicarbonate. Et donc, généralement, les proportions, c'est ça, c'est-à-dire 18 ml de lidocaïne à 1% adrénaliné et 2 ml de bicarbonate. L'intérêt du bicarbonate, je pense que vous le savez, mais c'est de tamponner la solution et donc à la fois de diminuer la douleur de l'infiltration et puis d'augmenter la forme active. Et donc l'efficacité du bloc. Les intérêts décrits globalement, c'est premièrement donc, de pouvoir se passer du garrot, on verra pourquoi ça peut éventuellement être intéressant. C'est de permettre la mobilisation péropératoire et donc l'hypothèse c'est d'améliorer les résultats chirurgicaux, notamment pour les chirurgies tendineuses, ce genre de choses. Et puis ce serait aussi un gain de temps et potentiellement une diminution du risque d'algoneurodystrophie, ça on y reviendra un peu après. Pour avoir quelques chiffres, en Amérique du Nord, donc d'où la technique vient, c'est quand même 62% des chirurgiens de la main qui utilisent cette technique régulièrement, avec des gestes très divers, donc surtout des chirurgies superficielles du membre supérieur, mais on peut voir qu'il y a aussi quand même des chirurgies plus invasives comme des fractures de poignet, et puis il y a aussi quand même un peu de membre inférieur, des fractures pareilles de cheville, et puis même quelques cas rapportés d'hallux valgus, mais c'est vraiment quelques case reports, pour l'instant c'est pas encore très développé. En France on a assez peu de chiffres, c'est difficile de trouver des chiffres, c'est surtout une affaire de clinique. Mais en tout cas, si on regarde quand même quelques chiffres que j'ai trouvés, on voit qu'en tout cas depuis 2017, l'activité vraiment est exponentielle, avec plus de 2000 chirurgies sous Wallante en 2022. Je voulais qu'on fasse rapidement quelques petits rappels. Alors on ne va pas détailler l'anatomie du membre supérieur, mais ce qui était important de signaler, c'est que, comme vous le savez, au niveau de l'innervation, il faut s'intéresser à la fois au dermatome, mais aussi au myotome, au sclérotome. Et donc, en fait, pour une zone de la main, on peut parfois être amené à avoir besoin d'anesthésie 2, voire 3 nerfs. Et ça, c'est important de le savoir quand on fait de l'ALR. Globalement, les critères de choix de l'ALR, c'est donc le territoire nerveux de la chirurgie, la nécessité ou non de mise en place d'un garrot, le caractère plus ou moins douloureux, la nécessité de maintenir une motricité périopératoire, et puis surtout aussi les habitudes de l'anesthésiste. Si on fait quelques rappels, en gros, quand on fait une chirurgie distale du membre supérieur notamment, on a le bloc axillaire qui est le gold standard, avec une efficacité quasi parfaite. Là, on a une étude de 2007 qui montre globalement plus de 95% d'efficacité des blocs axillaires, donc c'est quasiment parfait. Et dans les autres cas, généralement, ils ont simplement fait un complément local ou une anesthésie générale. Ça entraîne un bloc à la fois qui est moteur et sensitif, et globalement, c'est faisable pour toutes les chirurgies de la main. Et après, on a des alternatives qu'on peut faire seul ou en complément. C'est les blocs distaux tronculaires ou les blocs digitaux, avec une efficacité qui est quand même souvent moins constante, on reviendra dessus plus tard, et un bloc sensitif pur. Et donc, je voulais qu'on se pose un petit peu la question de l'intérêt de la Wallante dans la chirurgie distale du membre sup.
Globalement, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à d'autres techniques que la LR, disons, traditionnelle, notamment la voie lente, mais pas que. Déjà parce que la LR traditionnelle, elle n'est pas parfaite. Pour ce qui est du bloc axillaire, le problème principal que les chirurgiens décrivent, c'est l'absence de motricité pendant la chirurgie, notamment, comme je disais, pour les chirurgies de réparation tendineuse. Pour ce qui est des blocs tronculaires plus distaux, il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, c'est plus douloureux qu'un bloc axillaire au moment de la réalisation, avec beaucoup plus d'échecs et, selon certaines études, 25% d'infiltration de compléments nécessaires. Et donc là, c'est une étude de 2012 qui montre que globalement, pendant à la fois la ponction et l'injection et la chirurgie avec le garrot, on a une EVA à plus de 3 sur 10 pour environ un quart des patients quand même. Ici, dans cette étude, ils ont comparé les blocs réalisés au bloc axillaire et les blocs au niveau du poignet. Et on voit, je ne sais pas si on voit la souris, ouais. On voit ici que la douleur est quasiment 2 fois plus importante lorsqu'on fait un bloc au poignet. En tout cas, une EVA supérieure à 3 pour 2 fois plus de patients, et également au moment de l'injection. Et enfin, on voit ici que quand on n'anesthésie pas le nerf musculo-cutané, donc dans les blocs distaux, on a plus de douleur, significativement plus de douleur au moment lié au garrot. L'autre souci de la LR, quand on fait des blocs distaux, c'est qu'il y a généralement besoin de les associer, puisque je ne vais pas redétailler l'anatomie, mais globalement, si on doit résumer, on voit que selon les différentes zones, on a généralement besoin d'associer 2 ou 3 nerfs. Et en fait, on verra qu'il y a aussi des causes d'échec qui sont notamment les variantes anatomiques, avec des anastomoses nerveuses qui concernent parfois plus de 50% des patients. Très souvent, c'est des anastomoses entre le nerf ulnaire et le nerf médian, avec, pour cette anastomose-là qui concerne plus de 50% des patients, on a parfois même des patients qui ont une innervation purement ulnaire de la main. Et ça, c'est évidemment source d'échec. Et ça, c'est une étude de 2019 qui a fait des blocs tronculaires chez des patients sains et qui a comparé avec un examen neurologique le territoire innervé. Et on voit ici que c'est le nerf médian qui a été innervé. Et en fait, on voit que selon les patients, on a un territoire vraiment assez différent qui est touché. Et même chez le même patient, la main gauche et la main droite, on voit qu'il y a quand même de grosses différences. Donc ça peut encore une fois être source d'échec. Donc il y a une variabilité qui est interindividuelle, intra-individuelle. Et il y a également des zones non couvertes. Là, tout ce qui est grisé, c'est quand ils ont fait les 3 blocs distaux. C'est des zones qui n'étaient pas couvertes et pas du tout anesthésiées. Voilà. Les autres raisons de s'intéresser notamment à la voie lente, c'est que le garrot, c'est quelque chose de douloureux. Et donc dans cette même étude de 2017 dont je vous parlais, on a une EVA supérieure à 4 sur 10 liée au garrot. Donc c'est quand même une douleur assez importante qui apparaît lorsque le garrot est gonflé, mais aussi au dégonflement, avec souvent des sensations de brûlure qui persistent pendant assez longtemps. Et puis l'autre raison, c'est de ne pas laisser la main au chirurgien, qui souvent réalise cette technique sans échographie, avec des injections de quantité assez importante d'anesthésique locale, dans ce qui était décrit notamment au Canada. Donc on va parler un peu des intérêts de la voie lente. Globalement, l'intérêt initial, alors nous on pourra discuter de est-ce que c'est vraiment un intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésiste, et donc c'était initialement pour, dans des contrées un peu reculées du Canada, répondre à un déficit d'anesthésistes. Et puis en fait c'était surtout pour faire des économies, puisqu'il y a une étude de 2018 américaine qui a pris une base de données d'assurance sur plus de 300 000 patients qui avaient été opérés de blocs distaux qui étaient score ASA 1-2, donc on imagine qu'on aurait pu faire des voies lentes sans anesthésiste. Voilà, et ils ont calculé une économie qui était de plus de, puisque j'ai pas le texte, plus de 300, de 20 millions d'euros, excusez-moi. Voilà. L'autre intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de garrot. Et donc les intérêts, c'est potentiellement de diminuer la douleur, avec cette étude de 2017 qui montre donc un gain de 2 points de VA globalement avec le voie lente par rapport à une chirurgie avec un bloc distal avec un garrot.
même s'il y a quand même des solutions pour améliorer la tolérance liée au garrot, puisque j'ai trouvé quelques études quand même qui comparaient déjà à 2 niveaux de gonflement. Cette étude-là qui date de 2007, où on voit un garrot gonflé à 200 versus 250 mm de mercure, il y a moins de douleur et ça n'augmente pas les saignements périopératoires. Et puis cette étude-là, elle évalue la douleur liée au garrot à différents sites et on voit que quand le garrot est posé au niveau du poignet, on a quand même beaucoup moins de douleur, quasiment divisé par 2 par rapport à un garrot au bras. Les autres intérêts, c'est de préserver la motricité péropératoire. Et donc l'hypothèse, et ce que souvent les chirurgiens mettent en avant, c'est qu'on pourra avoir de meilleurs résultats opératoires. Alors, ce qui est embêtant, c'est que c'est de la théorie et que pour l'instant, c'est pas prouvé. Ça semble assez logique, mais puisque le patient peut bouger le doigt et donc le chirurgien peut ajuster son geste. Mais il y a eu 2 études pour l'instant qui ont essayé de montrer ça et qui étaient non significatives. L'autre hypothèse, c'est qu'il y aurait moins d'algoneurodystrophie, puisqu'il n'y aurait pas de perte du schéma corporel. Mais ça, il n'y a pas du tout d'études là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que le bloc axillaire par rapport à une anesthésie générale, ça diminue nettement l'algoneurodystrophie. Il y a une étude qui montre une diminution par 4 du nombre d'algoneurodystrophie, mais voilà, on n'a pas d'exemple sur la voie lente. C'est utilisable dans de très nombreuses chirurgies, comme je vous le disais, avec donc surtout le membre supérieur, mais aussi depuis quelques temps quand même des chirurgiens, des anesthésistes qui commencent à le tenter dans le membre inférieur, et on voit que ça fonctionne. Après, on n'a pas encore d'études comparatives avec l'ALR. Une autre chose qui est possible, dont je parle très rapidement, c'est d'associer une voie lente avec des blocs tronculaires, en utilisant la voie lente pour le côté anesthésique et les blocs tronculaires pour faire de l'analgésie post-opératoire. Ça, il y a un terme qu'un chirurgien, j'ai oublié son nom, le docteur Sébastien Bloch, qui a inventé ce terme de la tronculante et qui l'utilise, mais voilà, pas trop d'études là-dessus pour l'instant. Et puis l'autre intérêt potentiel, ce serait un gain de temps en évitant la salle de réveil, mais c'est quelque chose qui est aussi possible pour les autres ALR évidemment. Les inconvénients maintenant, est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que ça peut être? Alors, premièrement, c'est un risque de nécrose digitale qui a été décrit dans les années 50. Mais en fait, il y a une vingtaine de case reports et qui utilisaient surtout la cocaïne et la procaïne associée à de l'adrénaline. Et depuis, donc évidemment, c'est sûr que si on vient pour une chirurgie de tendon et qu'on repart avec 2 doigts amputés, ça vend pas du rêve, mais depuis, il y a quand même plutôt une sécurité établie avec des case reports à plus de 4000 patients. Il y a eu 0 cas de nécrose digitale. Et il y a eu quelques case reports là, récemment que j'ai trouvé où ils décrivaient des nécroses digitales chez des patients avec un terrain très particulier, des diabètes multicompliqués, des artéritiques sévères, des syndromes de Raynaud, et souvent avec des injections dans la pulpe des doigts ou la gaine des fléchisseurs. Donc globalement, on peut quand même se dire qu'il y a des précautions à prendre de principe malgré les données rassurantes. Donc c'est une solution qui est diluée. Avoir toujours à disposition un antidote qui s'appelle la phantolamine, globalement qui s'utilise assez simplement, c'est une injection d'1 millilitre par millilitre d'anesthésique locale. Éviter une injection dans la pulpe ou dans la gaine des fléchisseurs et éviter la voie lente sur les terrains artéritiques sévères, syndrome de Raynaud, etc. L'autre problème, c'est une supériorité qui est incertaine, puisque donc, ce qu'on sait pour l'ALR classique, on a dit, c'est que le bloc axillaire, ça fonctionne très bien, que les blocs tronculaires, il y a une efficacité qui est moins constante, en fait, il y a assez peu d'études qui évaluent la voie lente contre l'ALR. Il y a beaucoup d'études contre l'anesthésie générale, mais c'est vrai que c'est assez peu comparé à l'ALR classique. Et donc, j'ai quand même trouvé quelques études. Donc, il y a cette méta-analyse de 2020 sur plus de 700 patients qui montre globalement un gain de 2 points de VA, pas de différence sur les saignements, et étonnamment une petite perte de temps qui est minime, qui est de moins de 2 minutes, donc pas très cliniquement pertinente.
Le seul problème de cette méta-analyse, c'est que c'est des études souvent non randomisées et qui ont toutes quand même un certain nombre de biais. Il y a également une autre cohorte sur 96 patients contre le bloc, versus bloc axillaire, qui globalement n'a pas trouvé de différence dans la douleur, mais avec une diminution d'un score d'anxiété préopératoire. Il y a une autre cohorte de 2022 sur 40 patients par rapport au bloc axillaire qui montrait, on le voit ici, une augmentation du délai avant le premier antalgique, une diminution de la consommation de paracétamol et une augmentation de la durée du bloc. Après, ils n'avaient pas utilisé les mêmes anesthésiques, donc ça c'est pas forcément très intéressant. Et enfin, le dernier essai randomisé sur 60 patients qui globalement a démontré une diminution de la douleur, une diminution aucune nécessité de complément local contrairement au bloc disto, et puis aussi moins d'hématomes liés au garrot. Globalement, les autres inconvénients, en fait, c'est les chirurgiens, puisque, comme je vous disais, ils n'utilisent souvent pas d'échographie, des quantités importantes, parfois 50-70 millilitres injectés, en tout cas, c'est ce qui était décrit notamment au Canada. Et puis, il n'y a pas d'anesthésiste à proximité, donc pas de possibilité de compléter par une sédation si besoin, un autre bloc, voilà. Et puis, il y a comme aussi quelque chose qu'il faut envisager, c'est l'organisation, puisque la durée d'installation d'un bloc, du garrot chimique, c'est au moins 30 minutes. Donc par rapport à un bloc axillaire qui s'installe en 15 minutes, c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc si on conclut, globalement, la voie lente, ça permet des chirurgies sans garrot, avec potentiellement un intérêt dans les douleurs, de préserver la motricité périopératoire, qui est aussi le cas des blocs distaux, mais donc potentiellement d'améliorer les résultats chirurgicaux. C'est utilisable pour de nombreuses chirurgies, avec potentiellement un gain de temps, mais qui n'est pas vraiment démontré. Ce à quoi il faut faire attention, c'est une supériorité donc, qui n'est pas totalement prouvée par une étude solide, un risque de nécrose qui est certes rare, mais donc qui nous engage à prendre des précautions, notamment à l'éviter chez des terrains particuliers. Et puis probablement, ça nous encourage à garder la main sur l'anesthésie et éviter de laisser la main au chirurgien.